Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette quatrième table ronde de la journée portes ouvertes virtuelle des Sciences Po du réseau. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et merci à ceux qui sont déjà là de patienter un petit peu pour permettre à tout le monde de ne pas manquer les infos importantes. On est de plus en plus nombreux à se connecter. Alors, on est ensemble pour environ 1 heure pour échanger ensemble sur la vie étudiante et la vie associative dans les Sciences Po du réseau. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Chalmin, qui est directrice de la vie étudiante à Sciences Po Lille, Mathilde Eliassu, qui est étudiante en 2e année à Sciences Po Lyon. Elle est trésorière du bureau des élèves, secrétaire du MOON, le Model United Nations. C'est un peu un sigle barbare, mais elle va vous expliquer tout ça. Et elle est aussi élue au conseil d'administration. Et j'accueille aussi Louis Giraudet, qui lui est étudiant en 2e année à Sciences Po Saint-Germain. Il est président du bureau des sports et il a participé l'année dernière aux Jeux Inter-Sciences Po. Il va nous raconter ça et cette année, il les organise. Merci à tous les trois d'être là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans la rubrique questions-réponses. Elles nous arrivent et moi, je poserai les questions à nos intervenants au fil de la présentation. Mais je laisse tout de suite la parole à Cécile Chalmin, qui est donc directrice de la vie étudiante à Sciences Po Lille. Cécile, être étudiant, c'est choisir un cursus, mais c'est aussi choisir un lieu de vie, une communauté, une expérience humaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est comment la vie de campus sur les Sciences Po? Merci beaucoup Ségolène, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Alors effectivement, être étudiant, c'est un cursus universitaire, mais pas seulement, c'est aussi une vie étudiante qui est particulièrement riche et à laquelle on tient beaucoup dans tous les Sciences Po. C'est d'abord une participation aux instances de chaque établissement par l'intermédiaire des représentants élus. Donc ça veut dire la possibilité de co-construire l'école, quoi, finalement, la vie étudiante, comment au quotidien, on va pouvoir améliorer les choses pour les uns et les autres. C'est aussi énormément d'événements qui sont organisés dans tous les Sciences Po. Quasiment chaque soir, il y a une conférence avec des invités particulièrement variés, des politiques, bien entendu, mais également des scientifiques, des historiens, des sociologues, etc., des auteurs, plus généralement, qui font l'actualité. Et puis, c'est une vie associative très, très riche. Les 7 Sciences Po, ça représente plus de 200 associations et on invite les étudiants à participer à la vie associative de manière très active, tout simplement parce que, encore une fois, la vie étudiante, c'est pas uniquement des cours, même si tous ces cours sont fondamentaux et fantastiques. C'est aussi mener des projets de manière très, très concrète. Les associations, elles vont concerner des domaines très, très, très variés. Le sport, les arts, l'éloquence, mais les étudiants qui sont présents ici nous donneront des exemples plus précis. Et ça va permettre aux étudiants et aux étudiantes finalement de développer de nouvelles compétences, de s'investir dans des projets, parce que tout simplement, mener un projet, ce sont des compétences très précises. Il faut rentrer en contact avec les interlocuteurs, donc faire parfois un petit peu de diplomatie. Faut monter un budget et s'y tenir. En ce moment, c'est un petit peu important. Trouver des subventions, trouver des partenaires, lancer une campagne de communication, assurer la logistique. Alors évidemment, les étudiants font pas ça seuls, hein. Les directeurs et les directrices de la vie étudiante dont je représente aujourd'hui les fonctions viennent en appui. Mais effectivement, c'est un certain nombre de compétences particulièrement importantes qui vont être mises en œuvre à travers tous ces projets et qui vont permettre aux étudiants finalement de s'épanouir. Je prends un exemple hyper concret, hein, vendredi prochain, il y a Gabriel Zuckman qui vient à l'école et ce sont des étudiants qui ont organisé et qui vont modérer la conférence. Donc, ils sont particulièrement enthousiastes et impatients. Et puis, au-delà des événements propres à chaque école, il y a également des événements inter-Sciences Po où tous les Sciences Po vont se retrouver et vont se réunir. Ce sont des projets d'envergure autour de 3 grandes thématiques. On a d'abord un concours d'éloquence qui s'appelle le Prix Mirabeau, qui va rassembler les 7 Sciences Po pendant plusieurs jours, où ils vont faire tous et toutes preuve de leur grand talent d'éloquence.
C'est également des rencontres autour de l'art avec Artefact, avec plein de domaines artistiques qui vont pouvoir être représentés. Donc ça veut dire que si vous, en tant qu'élève ou étudiant, vous faites de la danse, du théâtre, etc., bah, cette activité, elle va pas s'arrêter lorsque vous allez passer les portes de Sciences Po. Au contraire, vous allez pouvoir continuer, poursuivre. Et puis vous allez rencontrer les autres étudiants des autres écoles pour montrer vos talents, encore une fois. Et puis, dernière rencontre inter-Sciences Po, c'est la rencontre sportive, les JSPO, dont Louis est ici pour témoigner. Et pendant 3 jours, ça rassemble 2000 étudiants autour de diverses épreuves sportives, le foot, le rugby, jusqu'à la pétanque. Et c'est 3 jours où nos étudiants se rencontrent, s'affrontent, évidemment dans un climat serein et joyeux. Et le tout est organisé par les étudiants de Sciences Po. Donc là encore, organisé sur 3 jours, un rassemblement de 2000 étudiants sur diverses épreuves sportives, je pense que toutes et toutes, vous vous rendez compte du défi que ça peut représenter, mais c'est aussi une super opportunité pour nos étudiantes et nos étudiants justement de s'exercer à mener ces projets et de vivre ensemble des expériences tout à fait stimulantes. Voilà, donc je pense que je vais laisser la parole à nos deux représentants étudiants pour faire enfin, pour nous témoigner de leur expérience. Absolument, merci beaucoup Cécile. Mathilde, vous êtes étudiante en deuxième année à Sciences Po Lyon. Alors vous avez plein de casquettes associatives. Vous allez pouvoir nous en parler, racontez-nous. Alors, je vais vous en parler dans un ordre chronologique. Déjà, quand je suis arrivée en première année, j'ai été élue euh, déléguée de ma classe. Et donc, du coup, ça m'a permis ensuite d'être élue représentante de toute la promotion de première année. Donc, ça m'a permis d'accéder à différentes instances et des réunions pour pouvoir changer la vie des étudiants, particulièrement du coup des premières années, faire remonter les avis, etc. Ensuite, j'ai été au conseil d'administration. Donc, Cécile en parlait, mais donc le conseil d'administration, c'est une réunion avec des représentants étudiants. C'est vraiment un point fort à Sciences Po Lyon, c'est que il y a vraiment une grosse importance au fait que les étudiants puissent avoir leur place et un vote étudiant coûte autant qu'un vote de l'administration. Euh, Grâce à le conseil d'administration, on est élu grâce à des listes. Donc en fait, il y a une réelle campagne électorale qui est mise en place où pendant une semaine, 2 semaines, avec la liste, on va pouvoir donner nos avis et parler avec les étudiants, faire des tracts, etc. Et donc du coup, comme ça, ensuite, il y aura une élection et c'est vraiment avec les étudiants de Sciences Po qu'on crée du coup le conseil d'administration qui prendra plusieurs décisions. Ensuite, Est-ce que vous donc, pouvez nous moi, donner ma des exemples deuxième de... année. Pardon, Pardon. Mathilde, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de décisions qui sont prises au sein du conseil d'administration? Bah, nous, par exemple, l'année dernière, on a porté un projet avec ma liste de pouvoir ajouter des points sur la moyenne pour les étudiants qui ont un travail à côté ou pour les étudiants qui sont investis dans les vies associatives, parce qu'on sait que, par exemple, avoir un travail à côté, c'est pas une décision qu'on prend comme ça et forcément, ça affecte aussi la possibilité scolaire. Donc, du coup, voilà, il y a des compensations avec des points en plus sur la moyenne. Et pareil, pour remercier les étudiants qui font partie de la vie associative de Sciences Po, on a rajouté des points en plus parce qu'ils font vivre le campus finalement. Ok, Voilà. ça c'est quelque chose que vous avez porté au conseil d'administration. Oui, c'est ça, qui a été voté dans les différentes instances et qui a été mis en place à partir de cette année. Ok. Voilà. Ensuite, moi, pour ma deuxième année, je suis surtout investie dans deux associations. Donc, le MUN, comme on en parlait, en fait, c'est une simulation du Conseil d'État européen. Donc, chaque personne représente un pays autour d'une question politique, qui soit réelle ou pas. Et donc, généralement, on passe 2 heures à faire des séances où chacun représente les avis de son pays. Et à la fin, on vote un texte de loi. Donc voilà, ça peut paraître un peu barbare, mais franchement, c'est super sympa. Et ça permet vraiment de se renseigner sur les pays et sur la politique en se mettant à la place d'un pays. Moi, par exemple, j'avais représenté la Chine sur le sujet des nouvelles routes de la soie face à tous les pays européens. Donc c'était vraiment pas facile, mais au final, ça permet de pouvoir comprendre la politique, les différents points de vue et puis échanger et à la fin créer un texte de loi. C'est super intéressant.
Et ensuite, la grosse association dont je fais partie, c'est le BDE, Bureau des étudiants. Donc moi, je suis trésorière du BDE. Et bon, je pense que vous savez tous comment fonctionne un BDE, mais on s'occupe surtout de l'intégration. Donc nous, on a un mois d'intégration qui mène ensuite au week-end d'intégration. Et donc du coup, c'est vraiment un mois super où en fait chaque personne, faut pas s'inquiéter parce que les BDE, ils vont vous aider. Chaque personne qui vient à Sciences Po est toute seule et veut se faire des amis. Donc vraiment, le mois d'intégration, c'est le moment et il y a plein de groupes qui se créent pendant ce moment-là. Ensuite, ça se termine avec le week-end d'intégration, donc c'est vraiment super. Pour les parents dans la conférence, vous inquiétez pas, l'intégration, c'est pas seulement des soirées, c'est aussi des pique-niques, des tables rondes. Vraiment, le but, c'est de fédérer la promotion. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions sur le BD ou sur les autres associations, de toute façon, Ségolène nous le dira. Absolument, je vérifie les questions. Merci beaucoup, Mathilde. Louis, vous êtes étudiant en deuxième année à Sciences Po Saint-Germain. On l'a déjà dit, vous êtes président du bureau des sports, le BDS. On est plein d'acronymes. Et donc, l'année dernière, vous avez participé à l'un des grands événements inter-Sciences Po dont nous parlait Cécile, les JSPO, les Jeux inter-Sciences Po. Et donc, cette année, vous faites partie des équipes organisatrices, enfin, des équipes organisatrices. Racontez-nous ça. Merci beaucoup, Ségolène. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, Cécile, vous avez commencé à en parler, mais les trois grands événements inter-Sciences Po, c'est donc le prix Mirabeau sur l'éloquence, Artefact sur l'art et les GISPO sur le sport. Donc l'année dernière, effectivement, j'ai pu vivre les GISPO, qui sont donc un grand rassemblement de tous les Sciences Po du réseau, plus le Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux et Sciences Po Grenoble. On est entre 2000 et 2500 étudiants chaque année. Euh, et chaque année, le lieu de ces GISPO tourne. Donc, il y a 2 ans, c'était à Saint-Germain, justement. L'année dernière, c'était à Aix. Et cette année, ils sont organisés par Sciences Po Lille. Euh, il y a une association qui a pour rôle d'organiser ces jeux, qui s'appelle la FASPO, qui est la Fédération des associations sportives des Sciences Po. Mais évidemment, chaque BDS, donc Bureau des sports, de tous les autres Sciences Po, s'unissent pour préparer ces JISPO. Pour vous décrire un peu ce que sont les JISPO, c'est sur 3 jours. Euh, Tout le monde se rejoint le samedi matin. Le samedi matin, les épreuves commencent, entre guillemets. Tous les sports, et ça va, il y a vraiment de tous les sports, jusqu'à, ouais, comme vous l'avez dit, la pétanque. Euh, et à la fin des 3 jours, il y a un grand classement des 10 Sciences Po. Le Sciences Po qui est vainqueur a tout le mérite de l'être. Et c'est vraiment, en tout cas, il y a une très bonne ambiance. C'est dans la bienveillance, dans l'esprit sportif, convivial. Il y a 2 soirées, le samedi soir et le dimanche soir, qui se font. Il y a des concerts, etc. C'est très, très sympa. Pour l'organisation, donc ça, c'est l'année dernière, moi, j'ai pu les vivre et c'était très cool. Et cette année, du coup, je participe à leur organisation. Euh, on a notamment là, fin novembre, d'ici dans 15 jours, une assemblée générale avec tous les Sciences Po pour l'organiser et être dans une association comme ça et organiser de tel événement, pas seulement les GISPO, mais de manière générale dans la vie étudiante, ça permet de se confronter à des sujets réels, l'organisation d'un événement, la gestion d'un budget, des demandes de subventions, du management, de la communication, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui, euh, qui permettent enfin, ça nous apporte vraiment quelque chose de réel en parallèle du cadre des cours, etc. de Sciences Po. Et c'est pour ça que c'est très, très encourageant d'être dans une association dans n'importe quelle Sciences Po. Euh, et, euh, et on vous encourage vivement à le faire. Mais donc voilà, pour les GISPO, si vous avez quelconque question, je pourrais y répondre et de manière générale aussi sur la vie associative, mais il y a Mathilde aussi pour ça. Merci beaucoup, Louis. Ouais, vous êtes unanime sur le fait que l'engagement associatif, ça apporte aussi des compétences réelles, y compris des compétences que vous pourrez mobiliser dans la sphère professionnelle. Alors, on a pas mal de questions qui sont arrivées déjà.
notamment sur la possibilité d'avoir une vie associative riche et d'avoir un job étudiant à côté. Est-ce que c'est possible de tout mener de front, son cursus, son job étudiant et son engagement associatif? Louis, est-ce que vous diriez? Je pense que c'est possible. Alors, faut pas, je pense qu'il faut pas non plus être dans trop d'associations, avoir trop de cours et avoir un gros job étudiant qui prend trop de place. Mais je pense qu'être dans une association, avoir un job étudiant et avoir des cours, c'est totalement possible. Il y a plein d'étudiants qui font ça. Moi, j'ai fait enfin, l'année dernière, j'étais pas dans une association, mais je savais que l'année dernière, j'aurais pu avoir le temps d'être dans une association à côté d'un job étudiant et des cours. Je connais plusieurs personnes qui le font. Donc oui, c'est possible sans aucun doute, même si ça demande quand même une organisation qui est évidemment nécessaire. Merci, Louis. Mathilde, est-ce que vous diriez aussi? Oui, alors justement, je vais m'appuyer sur les mots de Louis. Ce qui est important, c'est pas un trop gros job étudiant. Moi, je vais prendre mon exemple. L'année dernière, j'avais un job qui me prenait 25 heures. Et donc, du coup, c'était vraiment compliqué d'allier cours et job étudiant. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais donc, du coup, forcément, la vie associative et la vie sociale, elles passent un peu au second plan. Mais parfois, c'est une nécessité d'avoir un job étudiant. Donc, ça, c'est totalement normal. Et forcément, après, il faut juste avoir conscience que parfois, il faut faire des concessions. Maintenant, j'ai un autre job, justement, aussi à la possibilité avec Sciences Po d'avoir un job au sein de Sciences Po. Par exemple, dans les bibliothèques où nous, à Lyon, on a un bâtiment annexe qui s'appelle la Public Factory. Et donc, par exemple, cette année, je travaille du coup à la Public Factory. Donc, c'est vraiment super parce que ça s'adapte avec les emplois du temps étudiants. Et donc, du coup, c'est vraiment une bonne alternative. Ça fait des petits sous pour la fin du mois. Donc, c'est vraiment super. Et en même temps, c'est adapté à l'emploi du temps, mais clairement, c'est possible d'avoir une vie associative, une vie sociale, euh, les cours, faut pas oublier, et d'avoir un petit job étudiant à côté, c'est faisable. Je l'ai fait, c'est faisable. Ça fonctionne. Cécile, vous confirmez? Oui, oui, bien sûr, je confirme. D'abord, au niveau des jobs étudiants, il faut quand même savoir que si un job étudiant prend plus de 10 heures par semaine, il y a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un régime spécial d'études. Et c'est, dans la mesure du possible, aménager l'emploi du temps pour que justement le job et les cours soient conciliables. Alors ça peut être tout bêtement changer de TD, changer de conférence de méthode, etc. Mais donc l'administration est évidemment à l'écoute de ses étudiants et ses étudiantes dans ces situations particulières. Maintenant, en ce qui concerne la vie associative, oui, évidemment, c'est tout à fait possible. Après, ça dépend aussi du profil des étudiants et des étudiants. Il y a des étudiants qui vont avoir besoin d'être beaucoup, beaucoup sur leurs cours, d'autres un peu moins, mais tout est absolument conciliable. Et puis après, ça dépend aussi de la manière dont on s'engage dans l'association. Il y a différents postes dans les associations, le président, vice-président, trésorier, enfin ce qu'on appelle le bureau. Et puis après, il y a des postes comme type pôle communication, etc., qui vont prendre plus ou moins de temps. Donc ça aussi, en fait, ça veut dire que vous pouvez participer à la vie étudiante en fonction de votre appétence et puis en fonction de vos disponibilités. Mais la participation, elle est tout à fait possible, effectivement. Et je rejoins Mathilde et Louis, elle est aussi importante en termes de sociabilité étudiante. C'est vrai que tout le monde arrive des huit coins de l'Hexagone. Et évidemment, on pourrait être un peu inquiet au départ en se disant, oh là là, je connais personne ou je connais qu'une seule personne, mais bon, je l'aime pas trop. Mais en fait, tout le monde est dans la même situation et effectivement, tous les établissements s'attachent à ce que l'intégration soit positive et que très rapidement, il y ait un esprit de solidarité entre les uns et les autres, en fait. Merci beaucoup, Cécile. Au sujet de l'intégration, d'ailleurs, qui intéresse pas mal, on nous demande s'il faut être majeur pour le week-end d'intégration. Non, non, il faut pas être majeur pour le week-end d'intégration ou même pour la semaine, le mois d'intégration. Évidemment, les BDE, ils s'adaptent. On sait bien que, il y a des personnes qui sont là post-bac, il y a des personnes qui sont là après la prépa, il y a des personnes qui ont sauté une classe. Donc, évidemment, on s'adapte. Le week-end d'intégration, c'est aussi pour les mineurs. Après, évidemment, du coup, il y a des réglementations sur l'alcool, par exemple. Mais ça, c'est juste normal et légal. Et ensuite... pour les mois d'intégration, par exemple, parfois on les fait dans des boîtes. Et ben justement, on s'arrange avec les boîtes pour avoir des autorisations parentales pour que les mineurs puissent quand même venir. Parce que le but, justement, c'est de fédérer tout le monde. Ok, tout est très pensé en amont et très, très organisé.
Merci beaucoup, Mathilde. Alors, je crois que vous avez fait rêver les visiteurs. Ils nous demandent est-ce qu'on peut s'investir dans plusieurs associations? Je crois que j'ai la réponse, mais Louis, je vais laisser vous répondre. Est-ce qu'on Oui, peut oui. s'investir dans plusieurs associations? Oui, bien sûr, bah, Mathilde, elle en est le parfait exemple. Mais oui, bien sûr, on peut s'investir dans autant d'associations qu'on veut. Il faut faire attention quand même, il faut pas avoir trop de postes dans des bureaux, etc., dans plusieurs associations, parce que ça prend quand même du temps. Je pense que être trésorière du BDE, ça prend du temps. Être dans le bureau d'un BDS aussi, ça prend pas mal de temps. Par contre, être dans un bureau d'une association et être dans un autre pôle d'une autre association un peu plus petite, même si elle reste tout aussi importante, je pense que ça, c'est complètement possible. Ouais. Mais après, je pense qu'on peut pas être président ou trésorier de trois associations. Ça, c'est quand même, C'est trop. ça me paraît assez difficile. Mathilde, quel est votre secret pour tout gérer là? Alors, moi, ça va, j'ai de la chance avec les différentes associations. En fait, c'est à des moments différents dans l'année. Par exemple, le BDE, on est surtout au niveau du mois de septembre pour l'intégration. Ensuite, avec les différents galas, parfois, dans certains Sciences Po, il y a les galas. Donc, par exemple, gala d'été, gala d'hiver. Ensuite, le conseil d'administration, les élections du conseil d'administration, c'est pas au même moment que le BDE, donc c'est pas mal. Et ensuite, pour le MUN, on a des séances toutes les 2 semaines, parfois en anglais, en français, en espagnol, donc ça demande un peu de travail en amont, mais c'est étalé sur le temps. Donc c'est possible de faire plusieurs associations. Après, évidemment, comme Louis disait, en fait, il y a une différence entre être dans l'association et y participer. Parce qu'en fait, il y a du coup les bureaux qui organisent les choses, mais on peut évidemment venir à une association. Par exemple, le MUN, toutes les personnes qui viennent sont pas du bureau du MUN. C'est des personnes qui participent. Le BDS, c'est pareil, le bureau des sports. Il y a le bureau qui organise, les capitaines, mais ensuite, il y a les personnes qui viennent participer au sport. Donc, c'est pas le même niveau d'investissement. Oui, ouais, il y a vraiment des engagements à géométrie variable Oui. qui permettent de d'avoir plusieurs engagements si on a envie. Ok, et Salomé nous pose la question de savoir si on peut, quelle responsabilité peut-on avoir dans la vie associative étudiante? Donc c'est vrai que vous avez parlé des rôles des bureaux, peut-être qu'on peut préciser ce que c'est les responsabilités des membres des bureaux. Qu'est-ce qu'on fait quand on est trésorier? Qu'est-ce qu'on fait quand on est secrétaire général? Alors, trésorier, bon, c'est dans le nom, mais évidemment, on s'occupe du budget. Par exemple, pour le Whey, c'est des sommes qui sont assez astronomiques. Donc, il faut savoir gérer avec les différents partenariats, les différentes dettes qu'on peut avoir en fonction des trucs, en fonction aussi des organismes de Whey, le montant, du coup, faire payer les Le soirées. way, dites-nous ce que c'est. Ah oui, le week-end d'intégration. Pardon, j'utilise des acronymes, mais voilà. Le WAY, c'est le week-end d'intégration. Euh, et donc, du coup, voilà, trésorier, c'est ça. Ensuite, il y a le président. Donc, ça, c'est la personne qui chaperonne un peu tout, mais Louis vous expliquera mieux que moi. Ensuite, il y a secrétaire. Moi, je suis secrétaire du MUN. C'est surtout pour l'administratif, Oui. c'est-à-dire tout ce qui est labellisation, tout ce qui est faire des dossiers pour avoir de l'argent auprès des conseils de vie associative, des CEVEC, etc. Parce qu'évidemment, Sciences Po finance aussi les associations. Ouais. Donc voilà, secrétaire, surtout de la paperasse, mais c'est super sympa quand même. Et, euh, et voilà, après, il y a les vice-présidents qui font pas... Enfin, Louis vous expliquera mieux que moi ce côté-là. Ouais. Dites-nous alors sur la présidence, la vice-présidence, comment ça se passe? Alors, bah, la présidence, du coup, donc que ce soit vice-président, président ou coprésident, le but étant d'assurer la pérennité de l'association et que tout se passe bien au sein de l'association, mais aussi dans ce qu'elle fait à l'extérieur. Donc, on a un rôle qui nous permettent enfin, qui nous oblige à nous assurer que tout se passe bien dans chaque pôle, mais aussi entre les pôles. On doit s'assurer donc quand je dis pôle, c'est par exemple le pôle communication, pôle événement, etc., pôle GISPO. Euh, parce que ces pôles-là sont hyper interdépendants. Ils sont pas du tout chacun dans leur coin, etc. Ils ont besoin de tout le temps de communiquer et tout. Et nous, bah, on doit s'assurer qu'ils le font bien, entre guillemets, qui font bien leur travail, parce que forcément, nous, on délègue beaucoup de choses.
Chacun ont leur domaine de compétences et nous, on s'assure que tout le monde fasse bien ce qu'il a à faire parce que sinon, l'association ne fonctionne pas correctement. Mais donc voilà, après, ça veut pas dire qu'on est des dictateurs ou quoi, hein, c'est juste, on s'assure que l'association tourne bien, dans une bonne ambiance et le but étant de, encore une fois, fédérer, et intégrer le plus de premières années possible. Ça marche. Merci beaucoup, Louis. Alors, on nous demande si votre vie associative, Mathilde et Louis, vous a été utile pour affiner votre choix d'orientation et les décisions dans vos études. Est-ce que ça compte, votre engagement associatif? Oui, bah moi par exemple en étant trésorière, en fait je me suis rendu compte parce que j'étais très fâchée avec les maths au lycée et en fait je me suis rendu compte que finalement j'aimais bien gérer des budgets et organiser des choses et prendre part aux événements. Donc du coup voilà, ça m'a aidé pour mon choix de master et ensuite de vie peut-être, on verra. Mais voilà, oui clairement. Enfin après c'est des engagements qu'on prend sur l'année et évidemment on choisit les associations en fonction aussi des affinités qu'on a avec les sujets. Donc forcément, ça va vous apporter des clés et des compétences pour après, c'est sûr. Louis, Et moi, ça vous a guidé? Ça vous a permis de faire des choix plus éclairés? alors moi, donc déjà, du coup, d'un point de vue sportif, j'aimais déjà beaucoup le sport, et ça, c'est toujours quelque chose qui me reste en tête pour le futur. Mais d'un point de vue plus du bureau et de l'association, moi, pareil, j'étais pas très fâché avec les maths, mais j'étais plutôt fâché avec l'administratif, les papiers, etc. En fait, je me rends compte que enfin, j'aime bien ça. Et même si on a quand même un secrétaire général qui s'occupe en général de ça, bah, nous, on le fait quand même aussi beaucoup, moi et et la vice-présidente. Et je sais que c'est quelque chose qui pourrait me plaire pour le futur. Ouais. Ok. Bon, ça vous a réconcilié avec des endroits où vous n'étiez pas forcément très à l'aise, quoi. C'est marrant. Ok. Puis je crois aussi que ça fait découvrir d'autres endroits. Moi, j'ai le souvenir d'une étudiante qui était comédienne, qui était passionnée de théâtre et qui était dans l'asso de théâtre de Lille et qui, en fait, s'est orientée professionnellement dans la prod. Parce que comme elle était dans l'association, elle a dû les monter, les spectacles, etc. Et finalement, elle se trouvait mieux dans la production de spectacles que sur scène. Alors évidemment, c'était sa passion, mais ça l'a confortée et elle est partie là-dedans et aujourd'hui elle travaille, enfin elle s'épanouit dans ce domaine-là. Mais sans cette expérience-là, elle n'aurait pas accédé à finalement tout l'arrière de la scène et tout l'intérêt que ça a de monter un spectacle et de le proposer au public. Merci beaucoup, Cécile, pour cet exemple. C'est vrai que ça illustre bien ce que peut apporter l'engagement étudiant. Alors, on me demande aussi si les associations étudiantes sont présentes aux journées portes ouvertes des Sciences Po. Oui. Je crois, ouais. Ouais. Dans tous les Sciences Po, quand vous venez dans les campus, vous pouvez rencontrer les associations étudiantes qui sont là et qui présentent leurs actions. Alors, après, on me pose des questions sur les types d'associations. Est-ce qu'il y a des associations pour l'environnement ou pour l'humanitaire? Est-ce qu'il vous est possible d'en donner des exemples? Je sais que nous à Lyon, donc pour l'environnement, pour le conseil d'administration, on a la liste écologiste qui s'appelle À l'unisson. Ensuite, donc du coup, c'est vraiment pour porter des projets écologistes et faire vraiment un changement au sein de l'IEP, par exemple, mettre des fontaines à eau, distribuer des gourdes pour éviter les utilisations de plastique. Et ensuite, plus humanitaire, c'est vrai que nous, on a de la chance parce que les étudiants, ils sont hyper mobilisés vis-à-vis de ça. Et donc, du coup, par exemple, on a Terre d'Homme qui donne des cours de français à des personnes issues de l'étranger au sein de l'IEP. Ensuite, on a Asolidaire qui font des maraudes alimentaires. Et donc, du coup, il y a des collectes alimentaires. Et donc, voilà, franchement, c'est un côté super important à Sciences Po aussi, l'humanitaire et l'écologisme. Oui, nous aussi, on a une association qui s'appelle La Ruche, qui s'occupe de toutes ces questions, qui a travaillé avec nous notamment pour supprimer les gobelets dans les machines à café.
Donc là, nous, tout le monde vient avec sa tasse et on a des tasses à disposition. Alors ça peut paraître hyper anecdotique, mais en vrai, ça demande une petite logistique de supprimer les gobelets. Et en ce qui concerne l'humanitaire, nous, enfin, c'est interasso. Il y a des maraudes toutes les semaines, en fait, sur tous les grands bureaux. Et après, on a des associations qui vont avoir des thématiques plus spécifiques. Par exemple, nous, un certain nombre d'entre eux partent à Calais, sur les camps de réfugiés pour mener une action concrète, donc un petit peu plus loin de l'île sur des projets très concrets, mais effectivement, comme le dit Mathilde, ce sont des thématiques qui font partie des valeurs de nos écoles et dans lesquelles les étudiants s'engagent. Alors après, il y a différents exemples selon les Sciences Po, mais oui, il y en a à peu près partout. Louis aussi, vous témoignez dans votre Ouais. Sciences Po. Ouais, je pense que c'est le cas pour tous les Sciences Po, mais nous aussi, on a par exemple des antennes, une antenne de UNICEF, on a une antenne de Amnesty, on a aussi, comme à Lyon, je pense, on a ce qu'on appelle Solidarité, qui font des maraudes tous les lundis à Paris. Mais je pense que c'est le cas pour quasiment tous les Sciences Po du réseau, je pense. Ouais, ouais, je crois qu'on peut dire que dans tous les Sciences Po, il y a des associations sur l'environnement et sur l'humanitaire. En tout cas, ça, c'est certain. Je voulais juste préciser quelque chose. On a aussi à Sciences Po beaucoup d'associations féministes ou qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Donc ça, c'est vraiment aussi un point d'ordre que ce soit pour toutes les associations. On a des formations régulièrement pour justement se former contre ça, que ce soit dans le cadre des soirées ou même au sein des bureaux, des associations. Donc c'est vraiment aussi des associations qui sont super importantes à Sciences Po. Voilà. Merci beaucoup d'avoir ajouté ça, Mathilde. Euh, alors, on me demande aussi si les associations sont créées par les étudiants eux-mêmes. Cécile, comment ça se passe, la création d'une association étudiante? Effectivement, ce sont les étudiants qui créent leurs assos. Après, comme l'a dit Mathilde, il y a un processus qui est ce qu'on appelle la labellisation, c'est-à-dire la reconnaissance de l'association par l'école, qui va permettre à cette association d'avoir un certain nombre de subventions et puis d'organiser les événements dans l'école. Alors, en ce qui me concerne, mais je pense que c'est partout pareil, en fait, il y a une première rencontre avec un projet qui est parfois un petit peu flou. Et puis, on construit avec les étudiantes pour qu'on ait une thématique bien précise, etc. On leur explique aussi en quoi ça consiste, en fait, de monter une association, parce qu'effectivement, il faut une déclaration de préfecture, il faut une assemblée générale, il faut un bilan annuel, etc. Donc, nous, on vient sur ce support technique pour leur expliquer concrètement comment ça va fonctionner leur association et quelles responsabilités et puis aussi quelques contraintes administratives, hein, Mathilde et Louis les ont évoquées tout à l'heure. Donc on les accompagne dans ces démarches-là, mais effectivement, les initiatives viennent des étudiantes et des étudiants. Après, il y a des associations aussi qui sont très installées, hein. Je pense que c'est dans tous les Sciences Po pareil. Il y a des associations qui ont plus de 10 ans. Mais chaque année, nous, on a de nouvelles associations qui apparaissent. Oui, et les associations qui sont très installées, les bureaux se transmettent d'une promotion à une autre. D'ailleurs, on avait cette question de à partir de quand on peut s'engager dans une association, à partir de quelle année quand on est dans un Sciences Po? Tout de suite. Eh bien voilà, tout de suite. Euh, et particulièrement, je crois que les bureaux quand même sont particulièrement constitués d'étudiants qui sont en deuxième année. C'est le cas, Oui. Cécile? Je les Oui. vois, je vois Mathilde et Louis. Oui, quand je dis tout de suite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plusieurs fonctions en fait au sein d'une association. Donc ça, on peut très rapidement être dans l'asso et être actif. Après, effectivement, en ce qui concerne les bureaux, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a le budget, etc. Et ça demande en fait un peu d'expérience dans l'école. Donc en règle générale, effectivement, les bureaux sont constitués d'étudiants et d'étudiantes de deuxième année. Ok. Alors, c'est vrai que la table ronde, c'était beaucoup sur la vie associative, mais c'est aussi l'occasion de parler plus généralement de la vie étudiante. Et on a pas mal de questions sur la santé, sur le sport, sur le logement que je vais essayer de rassembler. Alors, au sujet de la santé, j'ai une question de Sacha qui demande s'il existe des dispositifs d'accompagnement en santé pour les étudiants. Peut-être Cécile, vous pouvez répondre et puis Mathilde et Louis, donner votre expérience. Oui, alors tous nos établissements sont en lien avec les services universitaires de santé.
Donc, ils ont accès à tout ce que proposent les universités en termes de santé, c'est-à-dire accès à des rendez-vous médicaux et qui sont des rendez-vous médicaux, pour le coup, aussi bien médecins généralistes, psychologues que des spécialistes, dermato, enfin tout ce que vous voulez, gynéco aussi. Donc ça, c'est totalement accessible. Après, selon les établissements, il y a des dispositifs plus ou moins importants qui sont mis en place. Je vais prendre notre exemple. Nous, on a 2 permanences psychologiques par semaine, parce qu'on tient particulièrement à la santé mentale de nos étudiantes et de nos étudiants. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont mal, hein, ça veut dire qu'il y a une dédramatisation des consultations psychologiques. Il arrive parfois des drames. Nous, on a perdu un étudiant cet été. On a mis en place une cellule psychologique d'urgence pour pas laisser les étudiants et les étudiantes seuls face à cette épreuve, en fait. Enfin, ce que j'essaye de dire, en fait, c'est que nous, on est très, très attachés au bien-être de nos étudiantes et de nos étudiants. Nos établissements, c'est des établissements qui sont à taille familiale. On connaît vite, très vite, les promos et on sait, alors là, pour le coup, ça y est, je vais faire ma vieille, on sait que, voilà, on quitte le foyer familial, on est un peu seul, etc. Et que ça peut être des moments où on a besoin justement de cet accompagnement. Donc, tous les établissements essayent de mettre en place des dispositifs pour aider les étudiants et les étudiantes dans des problèmes de santé ou des problèmes de santé mentale. Maintenant, il y a des cas spécifiques, c'est-à-dire que on peut avoir des étudiants atteints de pathologie ou de handicap. Et là, c'est pareil, dans tous nos établissements, il y a un service inclusion. Il y a un aménagement des études qui est mis en place pour ces étudiantes ou ces étudiants. Ce qui est important, c'est si vous obtenez le concours, de contacter très vite l'école pour que nous, on puisse s'adapter le mieux possible et que à la rentrée, en fait, tout soit OK et que vous arriviez sereinement dans l'école. Mais de toute façon, effectivement, l'inclusion, ça fait partie de nos valeurs. Donc, on va mettre en place des choses concrètes pour que tout le monde se sente bien, quelle que soit la situation. Merci beaucoup, Cécile. Vous avez répondu en une fois à plusieurs questions, notamment d'une maman inquiète qui demandait s'il y avait des aides psychologiques dans les Sciences Po. Mathilde, Louis, vous faites appel au service de santé qu'il y a dans les Sciences Po. Vous savez que vous pouvez compter dessus. Comment ça se passe? Moi, par exemple, j'y fais pas appel, mais je sais que on nous l'a dit plusieurs fois que du coup il y avait les permanences psychologiques, qu'il y avait beaucoup de choses pour encadrer. Aussi, je sais qu'il y a la cellule du coup handicap, donc ça qui est super, que ce soit handicap physique, handicap mental, peu importe en fait, c'est vraiment super. Et il y a les aménagements qui sont mis en place. Donc ça, c'est super. Et il y a aussi la cellule égalité, donc qui revient sur le sujet dont je parlais tout à l'heure vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles. Donc ça, il y a un vrai accompagnement au sein de Sciences Po, que ce soit pour les étudiants qui l'ont vécu au sein de Sciences Po, qui l'ont vécu en dehors de Sciences Po. Et donc du coup, la cellule égalité, si jamais on l'appelle, peut mener à des sanctions. Après, c'est un peu compliqué dans les cas de VSS, mais en tout cas, un accompagnement de la victime, ça à 100%, et du coup, une compréhension vraiment de la situation de la victime et du coup, des différents aménagements qui peuvent être mis en place. Oui, en tout cas, vous, en tant qu'étudiant, c'est des dispositifs que vous connaissez, vous Bien savez sûr. que vous pouvez, que vous y avez accès, vous savez comment trouver l'information, etc. Bah, malheureusement, pour les violences sexistes et sexuelles, c'est beaucoup, enfin, c'est très commun. Donc, c'est vrai qu'on nous en parle tout le temps. Enfin, pas au sein de Sciences Po, hein, je dis en général. Donc, donc du coup, évidemment, on nous en parle souvent et sur le coup, sur ça, on est vraiment très accompagné. Donc, voilà. Par exemple, il y a une formation obligatoire pour tous les premières années contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, voilà. Ah ouais, c'est des sujets Ouais, dont les si, Sciences Po se sont emparés. Ouais. oui, Cécile. effectivement, Sciences Po, et je vous le disais, est très attaché au bien-être de ses étudiantes et de ses étudiants. Et il y a en fait 2 volets concernant les violences sexistes et sexuelles. Il y a, comme vient de le dire Mathilde, le volet prévention, c'est-à-dire qu'on forme nos étudiants dès la première année. Nous, on forme également les étudiants qui participent justement au milieu associatif, parce que la question aussi, en termes de prévention, c'est comment organiser un événement qui soit le plus safe possible. Et ça, en fait, matériellement, ça demande un certain nombre de choses. Donc ça, on les aide à le mettre en place. Donc ça, c'est le volet prévention. Et puis effectivement, parfois, on a des victimes.
dont l'événement peut survenir l'année en cours ou avant. Ça, je le dis parce que pour le coup, je fais partie de ces férantes là pour Sciences Po Lille. Et ben, c'est pas parce que l'événement s'est pas produit dans Sciences Po sur l'année d'études qu'on va pas accompagner la personne qui justement est confrontée à des situations plus ou moins traumatiques. On va l'aider avec des accompagnements psychologiques, etc. Et s'il le faut, on va l'aider aussi dans ses démarches en justice. Donc oui, effectivement, c'est pas des questions qu'on élude, c'est des questions qui sont importantes, donc auxquelles on se confronte et qu'on affronte ensemble. Merci beaucoup, Cécile. Alors, il reste quelques minutes à notre table ronde. Il y a une question qui a été pas mal abordée, c'est la question du logement. Est-ce que les Sciences Po offrent des bourses de logement? Est-ce qu'il y a des quotas de chambres universitaires, des réseaux qu'on peut solliciter? Cécile, comment faire pour trouver un logement quand on arrive dans une nouvelle ville? Alors ça, en fait, ça va dépendre de chaque Sciences Po. Pour les étudiants boursiers, bien entendu, ils vont faire appel au Crous et à l'offre Crous qui existe dans leur ville. Donc, dans chaque ville universitaire, il y a des logements Crous. Donc, ce sont des logements à prix réduit pour les étudiantes et les étudiants boursiers. En ce qui concerne les étudiants non boursiers, bah, chaque école en général donne une plateforme où il y a des logements étudiants à disposition. Mais effectivement, c'est aux étudiantes et aux étudiants, et j'ai envie de dire à leur famille, que revient la charge de trouver un logement avec une pression foncière qui est différente selon les villes, en fait, puisque on sait bien que la situation du logement, elle va être différente à Lille, à Rennes, enfin, etc. Par contre, effectivement, il y a des résidences étudiantes enfin, tous les Sciences Po sont dans des grandes villes étudiantes, donc il y a des résidences étudiantes, il y a des logements, il y a aussi des possibilités de se loger chez l'étudiant. Euh, Évidemment, ça demande un petit peu de travail durant l'été, mais tout le monde arrive à se loger de manière tout à fait convenable. Pas d'inquiétude donc sur la question du logement. Il y avait un troisième volet qu'on n'avait pas encore abordé, qui était la question du sport et du statut de sportif de haut niveau. On nous demande si le statut de sportif de haut niveau est reconnu. Cécile? Oui, tout à fait, il est reconnu. Mais en fait, il faut quand même savoir que tous les Sciences Po font partie de l'enseignement supérieur et dans l'enseignement supérieur, il y a un statut sportif de haut niveau, alors qui correspond à des critères très précis et qui va ouvrir à ce qu'on appelle, ce que je disais tout à l'heure, le régime spécial d'études, c'est-à-dire un certain nombre d'aménagements pour que ce ou cette sportif de haut niveau puisse continuer ses entraînements et également ses compétitions. Donc ça va vraiment dépendre des situations. Moi, j'ai eu une escrimeuse, j'avais rencontré son entraîneur, etc., pour qu'elle puisse faire ses entraînements et suivre ses cours. Et puis, évidemment, bah, quand est venu les JO, fallait participer aux sélections, etc. Et il y avait des autorisations d'absence, qu'on était très, très fiers d'avoir quelqu'un à ce niveau-là. Donc, oui, évidemment, quand on est. Mais ça veut dire qu'on est vraiment sportif de haut niveau. Hein. C'est pas je suis très, très fort dans ce sport. Ça répond à des critères très précis. Là encore, si c'est le cas, il faut le dire le plus tôt possible dans les administrations, notamment service scolarité, pour qu'on puisse le plus tôt possible, nous, aménager les choses de la manière la plus efficace possible. Eh bien, merci beaucoup, Cécile. Ça y est, c'est la fin de cette table ronde. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Un grand merci à vous, Cécile, à Mathilde et à Louis d'y avoir participé. Alors, restez connectés, ça n'est pas fini pour la suite de la journée portes ouvertes. On se retrouve dans un quart d'heure pour rencontrer nos 6 alumni et découvrir leur trajectoire professionnelle. Ils ont plein de choses à nous raconter sur ce qu'on fait après Sciences Po. Et puis, à 14h30, ce sont nos 7 directrices et directeurs qui vous donneront leurs meilleurs conseils pour bien préparer le concours. Restez avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.